cours de la préparation de la réunion préparatoire avec Dr Telfort, nous lui avons posé une question. Est-ce qu'on peut rêver d'un jour où Haïti sera sans malaria? Ainsi, il est venu avec ce titre qui montre le challenge, l'élimination de la malaria en Haïti, un objectif accessible. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Marc-Aurèle Telfort. Dr Telfort, vous allez être obligé de vous présenter vous-même parce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir les éléments qu'il faut pour que Dr Rochelin vous présente comme d'habitude. Donc, je vous passe tout de suite la parole. Non, alors, juste avant de vous passer la parole, je retourne la parole au docteur Desjans qui va donner un peu les directives pour la participation, pour et les débats, etc. Et puis après, docteur Telfort, vous aurez la parole pour vous introduire et présenter la conférence. Donc, docteur Desjans, je te... Merci Eunice. Et donc, encore une fois, bonjour à tout le monde. Merci d'avoir patienté. Et donc, ça se passe d'habitude comme la première heure est réservée aux conférenciers, donc en l'occurrence, Dr Marc-Aurèle Telfort, qui va nous faire sa présentation. Et la deuxième partie sera maintenant pour les questions que je vous invite à utiliser le chat et la messagerie pour poser vos questions. Et à ce moment-là, donc toutes les questions seront transmises, seront lues pour le conférencier et ce qui permettra des échanges. Et donc, je vais demander à Dr Telfort d'ouvrir son micro. Alors, bonsoir et je m'excuse une fois de plus pour le déconvenu par rapport aux difficultés de communication. Alors, on va essayer en tout cas, rattraper, d'aller assez vite. Alors, je suis Marc-Aurèle Telfort, j'ai une formation comme médecin et une spécialisation en administration des services de santé avec des formations en gestion de projets de santé, et gestion de programmes, des formations en économie de la santé, etc. Je travaille pour le ministère depuis 1992 et j'ai fait plusieurs départements et le nord-est, le nord-ouest comme directeur de département. Et ensuite, pendant 12 ans, en fait, j'ai été pour la CARE comme manager. Ensuite, j'ai fait pour ICC, le coordonnateur national pour l'introduction de la prise en charge de la co-infection TPVIH, c'était un mandat pour le ministère. Et par après, je suis resté pendant environ 12 ans au niveau du GP et à encore gérer des financements pour le ministère dans le cadre du VIH, de la tuberculose et de la malaria. Et par après, j'ai rejoint le ministère et comme responsable de la coordination des maladies transmissibles par vecteur, dont la malaria et la filariose lymphatique. Alors, je vous présente une pathologie et sous son aspect santé publique. C'est un problème de santé publique. On va quand même essayer de s'arrêter quand même sur les aspects en tout cas, liés au projet pays pour l'élimination de la malaria en Haïti. Et dans ce cadre, on va essayer rapidement de regarder la problématique de la malaria et un peu le contexte global, les implications et de la stratégie globale. On s'arrête un petit peu sur le cadre d'implémentation de la stratégie en regardant les engagements et par rapport à la surveillance, l'organisation du programme, l'évolution des cadres et de l'incidence de la pathologie en Haïti, la répartition par strate, les variations saisonnières dans le cadre de la malaria, l'évolution du dépistage de la malaria, et un petit peu les aspects de gestion de programme comme la surveillance moléculaire, la couverture de la stratégie communautaire, les résultats et dans les populations clés et quelques commentaires sur les inégalités et les obstacles à l'accès aux services, le rôle du secteur privé et
Enfin, on verra quelques contraintes et des perspectives. Alors, problématique de la malaria, c'est juste un petit rappel. On sait que c'est une pathologie infectieuse potentiellement mortelle causée par un parasite du Plasmodium transmis par piqûre de moustique Anopheles femelle. Pour la transmission de la malaria, plusieurs facteurs interviennent. Il y a l'agent, c'est le parasite, le Plasmodium, dont 4 espèces connues, le vivax, le Plasmodium vivax, ovalé, malarié et le falciparum. Le falciparum et le malarié sont les plus prévalents, particulièrement le vivax à 75%. Et le malarié, par contre, c'est la forme la plus grave, et particulièrement en Haïti, jusqu'à présent. Et la surveillance n'a donné que le Plasmodium falciparum est à l'origine des cas de malaria jusqu'ici diagnostiqués. Le réservoir, c'est des personnes infectées ou porteurs sains. On verra que plus il y a des gens malades, plus ce réservoir là, donc plus il y a de possibilités de transmission. Le vecteur, c'est l'anophèle, et c'est pareil. Elle dit, plus il y a une densité vectorielle, plus il y a une étendue des écosystèmes qui conditionnent cette transmission à travers et la production de vecteurs, plus la transmission, donc, sera intense. Et bien sûr, il y a un autre réceptif, c'est un sujet sain ou alors un sujet malade, mais surtout un sujet exposé qui peut être piqué par une moustique qui est déjà contaminé, infecté. Rapidement, le diagnostic clinique, rapidement, c'est la fièvre, cuisson, céphalée, nausées, vomissements, asthénie et anorexie. Et pour des cas graves, des troubles de la conscience avec convulsions, coma, et pour résumer. Je vais m'arrêter un petit peu sur 2 aspects qui sont assez quand même importants. C'est les aspects liés au diagnostic, au dépistage et au traitement. Le diagnostic biologique utilise deux outils, c'est la microscopie et les tests de dépistage rapide. La microscopie est utilisée, est préférée par rapport à sa spécificité, par rapport au fait qu'il permet une quantification et une spécification du type de parasite qu'on voit directement, la quantification des parasites et permet donc une évaluation de la réponse au traitement. Les tests de dépistage rapide, donc c'est plus coûteux, mais c'est plus rapide et c'est plus faisable. Alors, pour regarder assez rapidement les avantages de l'utilisation de la microscopie, ça permet une prise en charge assurée et une prise en charge rassurée des patients positifs, l'identification correcte des patients négatifs pour lesquels notre diagnostic doit être recherché immédiatement, la prévention de l'utilisation inutile et donc la réduction de la fréquence d'effets indésirables par rapport à une ancienne stratégie du ministère que de traiter les fièvres à la chloroquine et bien sûr de réduire la pression de sélection des parasites résistants pour le développement de résistance. L'autre avantage, c'est l'amélioration de la détection des cas et la production de rapports, la confirmation d'échecs thérapeutiques et la microscopie est également utile pour l'identification d'autres causes de fièvre. Alors, comme inconvénient, pour un réseau de soins, ça fait l'exigence d'avoir un personnel qui a reçu une formation de qualité, d'avoir des réactifs disponibles, d'avoir le microscope, en fait, tout le matériel nécessaire et une source d'énergie pour alimenter et permettre la réalisation des tests. Les TDR, par contre, permettent, il n'y a pas besoin d'un technicien qualifié, les réactifs ou d'énergie électrique, et les TDR étant la capacité pour la confirmation de la malaria dans des établissements qui n'ont pas de ressources pour la microscopie et au niveau des localités dépourvues de centres de santé. Là, on regarde le dépistage et au niveau communautaire. Les TDR permettent également d'avoir un résultat rapide
et c'est plus facile d'utilisation et la formation du personnel et son utilisation est simple et rapide. Les inconvénients pour l'utilisation des TDR, c'est qu'ils aiment. Nous nous excusons auprès du centre public. Dr Telfort a eu un petit inconvénient. Il est en train de rétablir la connexion. Je suis désolé de ces difficultés. Et je ne sais pas là où je devrais reprendre, là où j'ai laissé le groupe. Allô? Bon, on t'appelle. Oui, vous étiez aux examens de laboratoire, le diagnostic oui. avec les tests rapides. Oui, oui, OK. Reprends le diagnostic. Oui, absolument. Merci. Alors, le diagnostic, on avait dit, bon, il y avait le diagnostic clinique, mais surtout, on voulait s'arrêter sur le diagnostic biologique avec, d'un côté, la microscopie. Et là, j'ai parlé des avantages de la microscopie qui permet non seulement de déterminer la spécificité du parasite, mais également de quantifier. Et un autre avantage, c'est de permettre une prise en charge et rassurer des patients positifs et l'identification correcte des patients négatifs, la prévention de l'utilisation inutile de chloroquine, par exemple, avec et possibles effets secondaires, l'amélioration de la détection des cas et de la production de rapports, la constitution d'effets, la confirmation d'échecs thérapeutiques, là où le traitement ne marche pas, et l'utilité à identifier d'autres cas de fièvre. Les inconvénients, c'est qu'il faut un personnel entraîné, il faut des réactifs disponibles, il faut qu'il y ait le matériel et une source d'énergie pour le faire. Par contre, avec les TDR, il n'y a pas besoin de techniciens qualifiés, il n'y a pas besoin de réactifs et d'énergie, ça permet d'étendre la capacité de diagnostic, donc de confirmer, même au niveau des localités éloignées. Ça fournit des résultats, ça permet de fournir des résultats rapides et plus faciles à utiliser, et la formation du personnel est également plus simple et plus facile. Sauf que ces tests ne permettent pas, ces TDR ne permettent pas d'identifier la forme ni la densité parasitaire, et le patient, ces tests peuvent rester positifs jusqu'à 4 semaines après le traitement, et malgré que les patients aient été guéris. Le TDR doit être stocké donc, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, au risque d'avoir une variation dans le résultat que ça donne. Pour le traitement, on va rapidement regarder. En Haïti, jusqu'ici, Haïti, c'est le seul pays de la région où la chloroquine est encore sensible. Et il y a l'avantage que la chloroquine est accessible bon marché. Donc, c'est pour ça que Haïti avait fait le choix de maintenir la chloroquine comme traitement de masse, comme traitement dans le cadre du programme, et de l'associer à la primaquine comme pour réduire les risques de transmission et de rechute. La primaquine est indiquée pour le traitement des schizons au niveau du foie, des hypnozoïdes et une activité anti-gamétocytaire. Les contre-indications, par contre, c'est chez la femme enceinte, chez l'enfant de moins de 6 ans, une hypersensibilité connue à la primaquine et la déficience en G6PD. Au cas, dans les cas de non-réponse et échec au traitement, ou les cas d'intolérance ou autre cause, et qui nécessite un autre choix, où cette association de chloroquine primaquine ne devrait pas marcher, à ce moment où on recourt à un traitement de deuxième ligne fait d'adéméter et de lumefantrine. Le traitement en deuxième ligne pour les femmes enceintes, au premier trimestre, n'est pas recommandé. Alors, on recourt à la quinine associée à la clindamycine pour les femmes enceintes.
Donc, la malaria, en fait, est une problématique simple, comme on l'a vu, avec un diagnostic facile, un traitement rapide, peu coûteux, accessible. En fait, ce ne devrait pas être un défi. Par contre, la malaria dans la plupart des pays reste, dans beaucoup de pays, reste un problème de santé publique au niveau mondial, endémique dans 97 pays, et en 2013, et pratiquement 3,2 milliards de gens sont exposés au niveau de ces 97 pays. En 2018, 228 millions de cas ont été notifiés, avec 405 000 décès, dont 85% dans des pays du Sud, en Afrique, et 67%, dont 67% également sont des enfants de moins de 5 ans. Et on verra que cette réalité est différente pour Haïti, alors que les femmes enceintes et les enfants sont les plus touchés ailleurs. Chez nous, les proportions sont relativement faibles. Donc, selon l'OMS, les pays qui ont les plus fortes incidences perdent environ 1,3% de leur taux de croissance annuel et cumulant une réduction du produit intérieur brut et des moyens de subsistance et de productivité. Donc, c'est un facteur de pauvreté. La population clé, et pour les populations les plus vulnérables, c'est les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, mais également les populations de migrants et les déplacés. Et la République d'Haïti et la République dominicaine, comme je l'ai dit, sont les deux seuls pays de la région où la malaria persiste encore à l'état endémique. Référant à la stratégie technique mondiale de l'OMS pour l'élimination de la malaria, cette stratégie a été développée de 2013 à 2015 et à partir d'un ensemble de consultations, en fait de consultations dans 7 régions, et réunissant pratiquement 400 experts de l'ensemble des pays concernés, et qui ont pu développer le plan d'action, finalement, 2016-2030 pour vaincre le paludisme, ça veut dire pratiquement à travers une réduction de l'incidence de 90%. Et ça fait que cette décision a été donc adoptée à la 66e Assemblée mondiale de la santé, et depuis lors, les pays se sont engagés donc vers cette élimination-là. Les 2 pays sont engagés à éliminer la malaria d'ici 2022, et pour Haïti, l'échéance a été reportée à 2025. Et les implications de cette stratégie sont pour un monde sans palu, c'est 4 buts. Réduire dans un premier temps le taux de mortalité lié au palu au plan mondial, par rapport, et alors ça c'est en référent au taux de mortalité rapporté en 2015. On sait que l'objectif 6 des objectifs, parmi les autres, 75% en 2025 et 30% en 2030. Deuxième but, c'était de réduire l'incidence du paludisme. Donc, le deuxième but, c'était de réduire l'incidence du paludisme à 40% en 2020, 75% en 2025 et 90% en 2030. Le troisième but, qui est d'éliminer le paludisme dans les pays où il y avait une transmission. Et en 2015, et en 2020, on devrait éliminer donc le paludisme dans 10 de ces pays. En 2025, ce devrait être 20 et en 2030, 35 pays. Le quatrième but qui est d'empêcher la réapparition du paludisme dans tous les foyers et dans tous les pays, exemple de paludisme. Donc, en 2020, en 2025, en 2030, on devrait prévenir cette réapparition-là. Il faut dire que le concept d'élimination suppose que, en fait, les pays rapportent 0 cas de malaria pendant toute une année. Alors, pour avoir l'attestation de l'élimination, il faut que ce rapportage de 0 cas continue pendant 3 ans.
Donc, il faut pendant 3 ans qu'il n'y ait pas de cas. Et à ce moment, les pays, les 2 pays de l'île, les deux pays ont élaboré un plan stratégique et des plans opérationnels, calendrier d'activité conjoints pour visant l'élimination de cette pathologie, s'inspirant de cette stratégie technique mondiale pour l'élimination de la malaria à travers le monde. Alors, le cadre de cette implémentation est pratiquement repose sur 3 piliers. Le premier pilier consiste à garantir l'accès universel à la prévention, au diagnostic, au traitement précoce pour prévenir l'infection et réduire la morbidité. Donc, les interventions liées à ce premier acte sont la lutte antivectorielle. Pour la lutte antivectorielle, donc les mesures recommandées, l'inventaire, la cartographie, le traitement des gîtes lavaires, la fumigation spatiale, que maintenant qui n'est plus recommandée, la distribution de moustiquaires imprégnés, la pulvérisation intradomiciliaire. Et la pulvérisation intradomiciliaire a été implémentée à titre pilote et dans la Grande Anse, avec un premier round en septembre 2018 et un deuxième round en 2019, fin 2019, qui a été pratiquement clôturé en début 2020. L'autre intervention de masse préconisée dans le cadre de la lutte antivectorielle, c'est la distribution massive de médicaments dans les communautés à forte transmission, vu la possibilité que même beaucoup de gens asymptomatiques puissent être des porteurs et transmettre la pathologie. Donc, il a été adopté cette stratégie de distribution de masse de médicaments à tout le monde pour s'assurer de réduire le réservoir, de casser la transmission dans ces communautés. Des études sur la pertinence et l'impact sur ces interventions. Toutes ces interventions de masse, à savoir la distribution de masse de moustiquaires, la pulvérisation et la distribution de médicaments, ces études généralement font l'objet ces interventions font l'objet d'études préalables de pertinence, mais qui sont suivies par après d'études d'impact par rapport aux effets de ces interventions. La deuxième intervention, c'est la surveillance entomologique et le suivi adapté. La surveillance entomologique, c'est l'étude des espèces en cause, comme vecteur pour la transmission, la bionomie du vecteur, les habitudes de vie et la densité vectorielle pour, à tout moment, identifier les variations dans les habitudes du vecteur, la gestion donc de la résistance aux insecticides, à tout moment de vérifier que les insecticides utilisés sont toujours efficaces et la gestion intégrée des vecteurs, vu que dans la plupart des cas, plusieurs vecteurs sont en cause et transmettent plusieurs pathologies à la fois. Le pilier, toujours le pilier 1, la chimioprévention et le développement de traitements préventifs, et surtout protéger les travailleurs contre les migrants. Parce que, en fait, Haïti a fait le choix de ne plus utiliser ce moyen. Le diagnostic et le traitement précoce, consiste à garantir l'accès universel précoce aux tests de diagnostic, à tout cas suspect de paludisme. Donc, tout cas de fièvre identifié au niveau institutionnel, au niveau communautaire, doit être dépisté dans les 24 heures et sitôt le résultat, un résultat positif déterminé, il faut un traitement immédiat après confirmation. Donc, à partir de cette norme, pratiquement, le ministère, en août 2018, a autorisé les ASCP qui sont les agents de santé polyvalents, formés et entraînés à donc appliquer le test rapide et dans les cas positifs à traiter et à appliquer des traitements au niveau communautaire, notamment dans les régions difficiles d'accès. Autre élément d'intervention dans ce cadre, c'est pour dire un traitement de qualité à tous les cas confirmés pour la malaria,
tant au niveau institutionnel qu'au niveau communautaire. Pour garantir cette qualité, il faut s'assurer que le personnel prestataire et jusqu'au niveau de la SCP est bien formé et tous les matériels et les intrants nécessaires sont disponibles. Il faut également vérifier l'efficacité et l'innocuité des produits utilisés, des médicaments, et maîtriser et gérer la résistance à ces médicaments. Pour ce faire, il y a une activité de surveillance et moléculaire routinière et également au niveau du laboratoire national, notamment, et plusieurs études d'efficacité thérapeutique ont été réalisées pour attester dans le cadre de cette surveillance. Et également des effets secondaires. Oui, pour le premier pilier, il s'agissait en résumé, de casser la morbidité et la mortalité liée à la malaria. Pour le deuxième pilier, on aura déjà réduit de manière importante le nombre l'intensité de la transmission avec le nombre de cas. Le deuxième pilier va s'attacher pratiquement à accélérer l'élimination. C'est comme si, par exemple, sur certaines localités où on avait 50 cas, 100 cas ou plus à l'année, 1000 cas, maintenant on en est à, par exemple, 10 cas, 100 cas pour l'année. Et à ce moment, il s'agit d'accélérer les efforts de l'élimination pour l'obtention du statut exempt de paludisme. À ce moment, les interventions vont orienter vers le renforcement, la réorientation des programmes, adapter le cadre légal, renouveler l'engagement politique pour approfondir la collaboration régionale, et réduire le nombre d'infections et non détectées en agissant notamment sur le traitement des cas et des foyers identifiés. Là, on regarde la surveillance active, la recherche active des cas et le traitement des cas et des foyers identifiés. Prévenir la reprise de la transmission locale en termes de recherche active de cas à partir des cas et index identifiés et recherche active et traitement des foyers de transmission. Le foyer étant défini comme le microsystème de transmission autour du lieu de résidence généralement où ce patient a été pratiquement infecté. Et on a utilisé des médicaments susceptibles de diminuer les réservoirs de parasites et mettre en place des stratégies notamment d'autres vecteurs. Donc à ce moment, Haïti avait décidé donc d'introduire la primaquine pour agir, comme on l'a vu, sur les schizontes et les gamétocytes. Et bien sûr, la tessunate pour l'élimination des formes sexuées et asexuées du parasite. Le pilier 3, au pilier 3, les communautés auront déjà notifié 0 cas à l'année. Au pilier 3, il s'agit maintenant de faire en sorte qu'on prévienne la résurgence, de faire de la surveillance et du paludisme une intervention de base pour maintenir le statut d'exemple de paludisme. Alors, les interventions vont axer donc sur le renforcement du système de surveillance en général, s'entendant sur la surveillance épidémiologique dans les zones à forte et à faible transmission, mais également de la surveillance entomologique, comme on l'a vu, pour les foyers de vecteurs. Les interventions vont également sur le renforcement du système de collecte et d'information, d'analyse des tendances et de renforcement de la performance des programmes. Une autre intervention dans ce troisième pilier, c'est d'évaluer et adapter le plan stratégique national, donc la révision du plan stratégique, et veiller au suivi du système de surveillance. Alors, vu que dans ce pilier, la surveillance, ce pilier axe beaucoup sur la surveillance, j'ai mis sur le diapo suivant une modélisation de l'engagement et de stratégie de surveillance épidémiologique et de riposte. Sur cette maquette, je ne sais pas si on me suit, c'est la flèche noire, c'est le chemin du patient qui sort de sa résidence à l'air au niveau de la structure de soins. Au niveau de cette structure de soins, il est diagnostiqué positif et à ce moment,
le système de surveillance est mis en branle et l'équipe se mobilise pour géolocaliser la résidence de ce patient, là où la personne habite et où elle a probablement pu être infectée. Et arrivé sur place, l'équipe établit un rayon de 200 mètres et dans ces 200 mètres, on recherche activement à travers une interrogatoire de toutes les personnes des cas suspects référant à la définition de cas du programme, des cas suspects de malaria et les tests. Et pour ces cas, un test rapide est appliqué et de tous les cas positifs, et les gens sont immédiatement traités. Et pour chaque cas trouvé dans cette investigation active, parce que c'est activement maintenant qu'on va rechercher les cas, et chaque nouveau cas trouvé dans cette investigation fait l'objet d'un nouveau rayon de 200 mètres qui est jusqu'à ce qu'on pratiquement ne trouve plus de cas. L'organisation du programme, donc à ce sens, le programme est organisé, je dirais, en 4 composantes, sur les 4 axes d'intervention. C'est la composante 1, c'est la communication, c'est le support aux activités d'information, éducation et communication, mais également de mobilisation communautaire. Non seulement la communauté doit avoir le maximum d'informations pour savoir comment se protéger et pour les moyens de protection individuelle et collective, mais également comment elle peut se mobiliser, comment elle peut s'engager dans la lutte contre le paludisme. La deuxième composante, c'est l'organisation de la prise en charge et s'assurer que toutes les personnes au niveau de l'ère programmatique du territoire national et ayant besoin, alors, tout cas suspect, je dirais, de malaria, et puisse avoir accès à un diagnostic et un traitement. À ce moment, il faut organiser et superviser la prise en charge pour s'assurer de la disponibilité de ce service, organiser et suivre l'approvisionnement en intrants. Notez que la gestion physique et la distribution des produits ne sont pas pratiquement gérées au niveau du programme, mais pratiquement sous-contractées et à promesse. Et troisième intervention, c'est le troisième axe, c'est l'entomologie et la lutte antivectorielle, comme on l'a vu plus haut dans les directives de la stratégie mondiale. Donc, ça fait l'objet alors chacun de ces axes d'intervention au niveau du programme fait l'objet d'un service avec des ressources dédiées. Donc, on a vu tout à l'heure les interventions dans les foyers, l'étude de la bionomie du vecteur, les actions en lutte antivectorielle, comme on l'a cité, les actions en pulvérisation interdomiciliaire, distribution de moustiquaires imprégnés, les traitements et élimination physique de gîtes larvaires. En fait, quatrième axe, c'est le suivi et l'évaluation de la surveillance épidémiologique. Dans ce contexte, la surveillance épidémiologique s'entend la collecte de données statistiques, le traitement de ces données, la validation, la compilation, l'analyse et l'interprétation de ces données. Et à travers le DHIS2 tracker, la collecte, la surveillance et des données de surveillance, la validation, le traitement, l'analyse et l'interprétation les conditionner sous forme de tableaux, de graphiques et de cartes permettant en tout cas, de définir des actions à prendre, donc alimenter la prise de décision au niveau du programme, donc comme des investigations des cas, d'investigation des foyers. Alors, comme exemple, je pourrais citer au niveau du programme, on peut citer par exemple une situation où une commune déterminée, pour cette année, c'était la commune de Dondon, où on a eu de Baon, où on a eu un cas. Donc, la notification de ce cas a suffi pour être interprétée comme une épidémie parce que c'est une commune qui déjà depuis 2 ans avait notifié 0 cas. Et ce cas a été investigué, on a recherché et on a pu expliquer que finalement, c'est un cas importé. Cette transmission a été réalisée du côté pratiquement sur une commune des voisines, la commune de Saint-Raphaël, et pas véritablement sur Dondon. Donc, c'est pour dire l'importance de cette analyse minutieuse de l'information pour à chaque fois remonter
traiter au cas et à partir des cas au foyer. Dans le cadre de cette organisation-là, de l'organisation de cette prise en charge, le programme est assisté par des partenaires techniques et financiers. Là, on a le Fonds mondial, l'OPS-OMS, et il y a un consortium Malaria Zéro, regroupant des partenaires comme CDC, la Fondation Carter, la Fondation Clinton, et il y a l'Université de Tulane, il y a le London School, et enfin, l'école de santé publique de London School, mais également des organisations de la société civile, notamment des ONG comme la FOSCREF, AOPS et CMMB. La structure de gestion du programme, il y a, je dirais, ces 3 étages. Il y a déjà un niveau stratégique représenté par la haute direction du ministère, un niveau central avec les différents services liés aux différents axes qu'on a cités tout à l'heure, et notamment au niveau central, une collaboration avec d'autres directions centrales du ministère, comme la DELR qui s'occupe de la surveillance, l'UEP pour les aspects de gestion du système d'information, la DPSP qui gère la stratégie communautaire et qui gère le plan de la stratégie communautaire, et la DPMMT pour l'approvisionnement en matériel et intrants. Au niveau départemental, les mêmes fonctions sont assumées à travers des représentants du programme, coordonnatrice, et en matière de communication, le responsable de communication du département, la prise en charge, le suivi et évaluation à travers l'officier de suivi, l'épidémiologie départementale et les officiers de surveillance au niveau des départements. Et bien sûr, la lutte antivectorielle à travers une brigade qui est composée de 5 membres. Il y a 4 brigadiers et un superviseur, 2 brigades placées dans chaque département. Et naturellement, une particularité pour la Grande Anse qui a une forte transmission, on a mis 3 brigades dans la Grande Anse. Au niveau local, le programme au niveau local ne dispose pas de ressources dédiées. À ce moment, c'est l'intégration aux soins de santé primaires. À ce moment, on s'assure que tout le personnel prestataire au niveau des institutions soit formé et à la prise en charge de la malaria. Et au niveau de ces institutions, on a des officiers de surveillance épidémiologique, que tous ces officiers soient habilités à garantir la surveillance au niveau institutionnel, au niveau communautaire. Il y a également des officiers de surveillance au niveau du département. Et bien sûr, au niveau institutionnel, il faut citer le secteur privé et libéral. On y reviendra un peu plus loin, avec et jusqu'ici, au niveau de 8 départements, de 5 départements, 73 cliniques privées qui collaborent au programme. Le volet communautaire, au niveau du volet communautaire, le réseau communautaire est de pratiquement, alors là j'ai mis 3800, mais normalement, il y a environ plus de 4000 ASCP, on le verra un peu plus loin, et au niveau des réseaux d'ASCP, mais 2278 et seulement ont été formés et agissent dans le cadre de la stratégie communautaire, dans l'offre de diagnostic et du traitement de la malaria. Venons maintenant à l'analyse de l'évolution de la pathologie en chiffres. Là, c'est l'évolution du nombre de cas et de l'incidence par année. Donc, on regarde de 2016 à 2019. Et cette production est garantie par le réseau de soins constitué de 981 institutions. Le réseau de soins global pour les institutions inventoriées pour le ministère, c'est 1033. Mais 95% de ce réseau, soit 981 institutions, offrent des services de prise en charge en malaria. Et 70% des cas notifiés en 2019, et comme vous pouvez le voir, et pratiquement ont été rapportés sur 2 départements, dont la Grande Anse et le Sud, bien que la transmission a continué à diminuer dans le Sud. Et la tendance est à la baisse, mais ces 2 départements à eux seuls ont constitué 70% de l'ensemble des cas rapportés pour l'année. Le nombre de cas au niveau national en 2019 est relativement supérieur à celui signalé en 2018, car
4 départements, le centre, le NIP, la Grand'Anse et le Sud-Est, constituent donc le frame pour la transmission active et avec le plus fort, le rapportage du plus grand nombre de cas pour la période. En 2019, par contre, 3 autres départements, le Nord-Est avec 8 cas, le Nord avec 17 cas et le Nord-Ouest avec 80 cas pour l'année, ont à eux trois et enregistré donc moins que 1% de l'ensemble des cas vus au niveau national. Donc, cette régression du nombre de cas est enregistrée depuis l'implémentation du programme, passant de pratiquement 34 350 à l'année antérieure à 21 430 et 8 828 en 2019. Alors, surtout, les plus fortes et je dirais les plus fortes notifications viennent de la Grand'Anse en premier, puis du Sud. L'incidence rapportée dans la Grand'Anse a augmenté de près de 83% entre 2018 et 2019. Cette courbe montre l'évolution de l'incidence du nombre de cas de 2011 à 2019. Là, on peut observer la tendance régulière à la baisse du nombre de cas, même avec des ressauts au niveau et à certains moments, comme en 2016 et plus récemment en 2019. Et il y a une particularité en 2019, c'est qu'on a fini 2018 avec 8 828 cas. Et les objectifs du programme, c'était de finir 2019 avec moins que 5 000 cas. Et rendu en septembre 2019, le programme avait notifié 4 600 cas. Maintenant, à partir d'octobre 2019, d'octobre à décembre, le nombre de cas a grimpé. Il faut dire que 2019 a été marqué par d'intenses troubles sociopolitiques où les activités de programme, les activités de terrain ont dû être discontinuées ou alors sont souffert sous toute forme. Puis est arrivée la fameuse saison le fameux événement de Paylock. Et tout ceci ayant contribué à paralyser les actions de programme. Donc, le nombre de cas est passé de 4 600 pratiquement en décembre 2019 à 10 867 cas. Et ce graphe montre une évolution des cas sévères et de la mortalité de la malaria de 2015 à 2019. On peut l'observer. En jaune, c'est le nombre de cas hospitalisés qui tend à diminuer parce que plus le traitement est initié précocement, moins parce que les cas, l'aggravation des cas se fait à partir des délais constitués pour assurer le diagnostic et le traitement. C'est un petit peu ça le défi du programme, c'est les délais de réponse. Et puis en bleu, c'est les décès, comme on l'a vu, et en 2017, 7 décès en 2019, mais liés, comme on l'a dit, ils sont venus dans les moments où les soins, l'offre de services au niveau du programme, et ceci des différents programmes, parce que la tendance, ça a été observé au niveau des autres programmes, au niveau de la coordination et des maladies infectieuses et transmissibles par vecteur. Nous, là, on réfère au VIH, à la tuberculose et à la malaria. Et la tendance était la même pour chacun des programmes. Et peut-être pour d'autres programmes comme la vaccination. Docteur Deschamps. Oui, docteur Telfort demande à l'assistance de bien vouloir l'excuser, de patienter encore un petit peu. Il est en train de remonter. Il a eu une coupure de son Internet. Ok, d'accord. Merci. Je voudrais profiter de ce petit délai et pour demander à l'assistance et d'en profiter pour poser les questions éventuelles et sur le chat. On a reçu quelques questions déjà. Donc, nous attendons encore un peu. Merci beaucoup. Bon, je reprends la parole. Je viens de parler au docteur Telfort. Malheureusement, il semble que le problème est assez compliqué de son côté.
et il est à ça, enfin, il fait plusieurs essais et c'est vraiment difficile. Son Internet est vraiment instable. Donc, je vais lancer une idée, enfin, quelque chose à tout le monde et au comité. Est-ce que Dr. Stelford serait d'accord pour faire une deuxième partie de cette intervention? C'est-à-dire que malheureusement, s'il ne peut pas remonter, au lieu d'en rester là, et il propose de faire une deuxième partie et il serait disponible dès demain. Donc, je laisse la réaction au comité et aux participants. Qu'est-ce que vous en pensez? Darlene? Et ouvrez les micros pour qu'ils Oui, c'est fait. Ils peuvent réactiver leur micro. Puissent réagir. Moi, je pense personnellement que c'est une bonne idée si les participants sont d'accord. Et maintenant, il faudrait vraiment nous assurer que Dr. Telford va avoir une bonne connexion Internet. Bon, oui, bon. Bien sûr, pour que le problème ne se reproduise pas demain. Oui, bon, peut-être qu'on... Alors là aussi, il s'agira de savoir quelle est la disponibilité de nos participants et puis pour nous donner le temps de peut-être mieux nous préparer aussi. Donc, alors, est-ce que tu veux demander, par exemple, aux participants, si c'est pour demain, peut-être qu'on pourrait leur demander de simplement écrire OK. On verrait le nombre de OK pour voir si ça tient pour demain. Oui, en tout cas, tout le monde a la possibilité. Si on veut prendre la parole, vous avez la possibilité de réactiver votre micro. Sinon, effectivement, vous pouvez... J'ai déjà un OK de Bettina Rosen, merci. Et j'ai un deuxième ou troisième OK. Je ne serai pas disponible. OK. Et, bon, j'ai déjà 4 OK. De toutes les façons, en tout cas, ce serait très bien d'avoir cette deuxième partie parce que... Oui, c'est très intéressant. Vous êtes resté quand même, et malgré les aléas, vous êtes resté quand même à patienter, c'est une preuve d'intérêt. Donc, et par ailleurs, de toutes les façons, la totalité de la conférence sera disponible quand même au niveau du forum médico-chirurgical pour après. Donc là, j'ai déjà quand même pas mal de OK. Alors, c'est OK là, et Eunice, tu as précisé, c'était pour demain? Oui, pour demain. Parce que le docteur Telford dit qu'il est prêt dès demain. Justement, c'est parce qu'il a dit ça, et puis pendant qu'on est sur cette lancée, autant garder le rythme. Si ça peut se faire demain, ce sera tant mieux. À la même heure. Non, mais on n'a pas demandé à Jérémy, non? Jérémy, est-ce que demain, et ce serait OK pour toi? Jérémy? Je pense que c'est possible. Oui, vers quelle heure? Ce serait On va dire la même heure. OK. Avec les mêmes réservations, je pense. OK. Bon, ben dans ce cas, c'est une bonne chose, et vraiment merci. Et je laisse à Darlene le soin de faire le décompte des OK. J'ai vu qu'il y en a quand même, je ne sais pas, à peu près une douzaine au moins. J'espère que pour les autres, ce sera possible aussi. Et puis, je pense qu'on doit garder les questions qui sont posées. Hein? Oui, bien sûr. Ce serait bien de lancer l'invitation pour demain. Absolument. Une invitation formelle pour demain, Denis. Mais bien sûr, on va le faire sur les groupes. D'autant plus que j'aimerais quand même remercier particulièrement certains invités, certains participants qui sont là, Dr Mireille Pierre et Dr Michel Dodard qui était là aussi. Et Dr Bonsi qui est là. Dr Bonsi est là aussi, OK. Donc vraiment, on s'excuse de ces inconvénients. Daniel Henry, c'était là. Il est toujours là. Et je peux dire quelque chose? Bien sûr, Daniel.
Oui, donc je voulais dire qu'on avait voulu cette séance sur la malaria avant d'avoir la discussion, la conférence le 9 décembre sur la chloroquine et la COVID-19. Donc, nous espérons, c'est OK pour moi, j'en ai trouvé 12. Des gens, ce sera 13, non, tu es d'accord, et 14, ce sera moi. Donc, continue à dire OK. Donc, pour demain, 6 heures, Jérémy est d'accord. Donc, on se donne rendez-vous demain. Et pour ceux et celles qui ne seront pas présents demain, nous vous donnons rendez-vous le 9 décembre pour la conférence avec le docteur Derouleau qui devait avoir lieu le 7 octobre. Et ce sera pour le 9 décembre 2020. Entendu. Entendu, Darlene. Moi, j'aimerais vraiment souligner que avoir la somme d'activités que le programme d'élimination de la malaria doit réaliser, on comprend que le coordonnateur de ce programme, en l'occurrence Dr Marc-Aurèle Telfort, est une personne extrêmement occupée. Donc, je veux le remercier de façon spéciale d'avoir accepté de présenter, d'animer cette conférence pour nous. Donc, il nous a déjà présenté une somme d'informations que j'apprécie beaucoup. Et je remercie beaucoup, je remercie de tout mon cœur tous les participants qui ont vraiment répondu à l'invitation. Et je pense que ce sera à l'avantage de tout le monde que l'on continue cette présentation demain soir et pour ensuite animer la discussion et nous faire une idée valable de ce programme important d'élimination de la malaria en Haïti. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Allô? Oui, oui, allez-y. Oui, je suis désolé que c'est... Ah, docteur Telfort. Oui, finalement, c'est sur le téléphone que ça a marché. Finalement. Ah, OK. Donc, alors, docteur Telfort, donc comme on avait envisagé, j'ai proposé à l'assistance qu'on fasse une deuxième partie demain à 6 heures. Demain à 6 heures, oui. Et vraiment, on te remercie d'avoir tout de suite suggéré ça. Et je ne sais pas si tu as entendu les commentaires du docteur Delaunay. Oui, j'ai entendu. Oui. D'accord. Et donc, bon, oui. Alors là, j'allais laisser la parole à Darlene pour la conclusion, mais si tu veux ajouter quelque chose. Docteur Telfort. Oui, là, je suis quand même désolé, comme j'ai dit, et c'est pas, en tout cas, j'ai été flatté d'avoir été invité par le forum, un forum aussi important, et c'est une opportunité pour le programme que de pouvoir montrer en tout cas, le challenge, l'engagement pays, et ce qu'en fait, ce sur quoi on travaille au jour le jour. Et je pense qu'on se fera chaque fois que nécessaire un plaisir de revenir si le forum nous invite à nouveau. Et on regrette que ça soit comme ça. Je vais essayer d'améliorer la logistique pour que demain, ça ne se passe pas de la même façon. Oui, justement, j'allais te dire ce que tu pouvais faire pour qu'on essaye de se mettre un petit peu à l'abri des imprévus. C'est ça, parce que là, je suis en train d'utiliser 3 connexions. J'ai une connexion mobile et Digicel, j'ai un fibre optique Natcom et un modem Natcom. Et malgré tout, rien ne marche. Je peux dire quelque chose. Absolument. Oui, docteur Telfort, il y a déjà pas mal de questions sur le chat. Je ne sais pas si vous les avez vues. Peut-être que vous pouvez déjà y penser par rapport au débat pour demain. Oui, ce sera très intéressant, à mon avis, comme débat, comme on l'avait anticipé. Oui. En tout cas, de moi-même, déjà, il y a certaines questions que je vois là qui vont vraiment dans le sens que l'on voudrait de ce partage d'informations entre ta direction, enfin, ton unité qui vraiment est en charge de ce fardeau-là.
Mais ce partage avec le privé est extrêmement important parce que justement, ça fait ressortir qu'on peut aller beaucoup plus loin vers cet objectif que vous avez là et avec la participation des médecins en privé aussi, parce qu'ils sont souvent un petit peu à côté. Donc, c'est une manière effectivement d'embarquer tout le monde dans ce combat-là. Et je sais que c'est ton combat et vraiment tu y accroches. En tout cas, merci encore. Absolument, parce que là... Oui. Parce que dans la présentation, j'ai une slide, j'ai pratiquement un slide spécifique regardant la contribution du secteur privé et libéral. D'accord. Et je pense que ce sera l'occasion justement d'animer la discussion. Donc, ça veut dire que on s'arrête pour mieux rebondir. Donc, c'est une bonne chose. Pratiquement. Là, j'étais à 21 sur 40 slides. Bon, donc, OK. Okay, mais ce sera l'occasion aussi, autant que faire se peut, d'essayer d'inviter d'autres personnes qui n'étaient pas là ce soir. Oui, tout à fait. Absolument. OK, eh bien, pour ma part, je remercie encore tout le monde et je laisse peut-être le dernier mot à Darlene. Mais oui. Bon, le dernier mot, c'est à demain et pour le 9 décembre également, qui sera notre dernière conférence pour l'année. Ce sera chloroquine et la COVID-19. Oui, pour l'année 2020. Le calendrier de 2021 est déjà prêt. 2020. Avec beaucoup de sujets intéressants. Oui, de janvier à décembre encore. Oui. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Bye bye.